Elle a vendu tout ce qu'elle possédait pour payer ses études universitaires, sacrifiant ses propres rêves d'école de médecine afin que le garçon qu'elle aimait puisse échapper à la pauvreté. 7 ans plus tard, il est un ingénieur prospère, vivant dans le luxe à Accra. Mais lorsque sa mère est mourante et qu'elle appelle désespérément à l'aide, il lui envoie une somme dérisoire et demande en mariage sa meilleure amie à la place. Ce qu'il ignore, c'est qu'elle garde un secret dévastateur qui va tout changer. Cette histoire d'amour africaine vous brisera le cœur et restaurera votre foi en la justice. La fin vous laissera sans voix. Restez jusqu'à la fin, vous ne croirez pas ce qui se passe lorsque ces deux mondes entrent en collision. Bonjour la famille, avant de commencer cette histoire captivante, nous vous invitons à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être informés dès que nous publions une nouvelle histoire. Commentez également l'heure à laquelle vous regardez ceci et le pays d'où vous regardez. Le craie grinçait contre le tableau usé tandis que Kwame, âgé de 17 ans, griffonnait frénétiquement des équations mathématiques. La sueur perlait sur son front malgré la brise matinale qui s'engouffrait par les fenêtres ouvertes de l'école secondaire de Kamazi. Son manuel usé, maintenu par du ruban adhésif et des prières, était ouvert à côté de feuilles froissées remplies de ses calculs désespérés. Temps écoulé, appela M. Azanti, le professeur de mathématiques dont la voix sévère pouvait faire taire même les élèves les plus rebelles. Le cœur de Kwame se serra lorsqu'il regarda son examen à moitié terminé. Autour de lui, ses camarades de classe soumettaient leurs travaux avec assurance, leurs calculatrices de marque et leurs manuels impeccables contrastant fortement avec ses modestes fournitures. Il savait que ce moment déterminerait s'il serait admis à l'université, sa seule échappatoire à la pauvreté écrasante qui avait défini toute sa vie. Alors que les élèves sortaient en discutant joyeusement de leurs projets pour le week-end, Kwame restait assis, fixant les réponses incomplètes qui représentaient ses rêves en train de s'effondrer. La bourse dont il avait désespérément besoin semblait s'éloigner à chaque seconde qui passait. L'après-midi, le soleil brûlait sans pitié sur le marché central de Kamazi tandis que Kwame se frayait un chemin à travers le labyrinthe d'étals colorés. L'air était chargé des arômes de plantains frits, de maïs grillé et de l'odeur terreuse des produits frais. Les vendeurs criaient leurs prix dans un mélange mélodieux de twi et d'anglais, leur voix rivalisant avec le klaxon des mototaxis naviguant dans les rues étroites. L'estomac de Kwame grondait bruyamment, mais les quelques pièces dans sa poche étaient destinées au transport, pas à la nourriture. Il accéléra le pas, essayant d'ignorer les odeurs alléchantes, quand un rire familier le fit s'arrêter net. Akosua était assise derrière une petite table en bois, comptant les gains de la journée de l'entreprise de tissu Kant de sa mère. Son foulard jaune vif captait la lumière du soleil, et son sourire contagieux illuminait tout son visage tandis qu'elle discutait avec les clients. À 18 ans, elle se comportait avec une assurance née de son aide à sa famille tout en excellant à l'école. Kwame, appela-t-elle en lui faisant signe. On dirait que tu as vu un fantôme. Qu'est-ce qui ne va pas? Il hésita, l'orgueil luttant contre le désespoir. Akosua était son amie la plus proche depuis l'enfance, celle qui partageait son déjeuner quand il n'en avait pas, qui restait après l'école pour l'aider dans les matières où son esprit brillant excellait. Sous l'ombre du gigantesque baobab qui avait été témoin d'innombrables conversations entre eux, Kwame finit par craquer. Les mots jaillirent. Son examen raté, l'incapacité de sa famille à payer les frais scolaires, les larmes de sa mère quand elle pensait qu'il ne regardait pas. « Je n'irai pas à l'université », murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. Tous ces rêves dont nous parlions, devenir ingénieur, construire des ponts, aider notre communauté, c'est fini, Akosua. Les bruits du marché s'estompèrent tandis qu'Akosua absorbait ses paroles. Elle savait que Kwame avait des difficultés financières. Mais voir son ami le plus fort, le garçon qui l'avait protégé des intimidateurs et partagé ses plus grands rêves avec elle, réduit au désespoir, brisa quelque chose en elle. Non, dit-elle fermement, ses yeux noirs brillant de détermination. Ce n'est pas ainsi que ton histoire se termine. Elle fouilla dans son sac en tissu et en sortit une petite boîte en métal. Ses économies pour l'université, accumulées pièce par pièce en aidant l'entreprise de sa mère et en donnant des cours à des élèves plus jeunes. L'argent qu'elle économisait pour ses propres rêves d'éducation. « Prends ça, » dit-elle en pressant la boîte dans ses mains tremblantes. Akosua, non, je ne peux pas. Écoute-moi, Kwame, l'interrompit-elle en saisissant ses épaules. Tu es la personne la plus intelligente que je connaisse. Tu as le pouvoir de changer non seulement ta vie, mais celle de toute cette communauté. Je crois en toi plus que tu ne crois en toi-même.
La boîte semblait incroyablement lourde dans les mains de Kwame tandis qu'il fixait Akosua, incrédule. À l'intérieur se trouvait tout ce pour quoi elle avait travaillé, sacrifié, rêvé, son avenir, offert librement pour sécuriser le sien. « Je te rembourserai », dit-il avec urgence, les larmes coulant sur son visage. Chaque cédille, je le jure. Et quand je réussirai, je m'assurerai que tu aies tout ce que tu mérites. Nous construirons cet avenir ensemble, comme nous l'avons toujours prévu. Akosua sourit, bien que ses propres yeux brillaient de larmes contenues. Elle jouait son avenir entier sur la foi en lui, en leur amitié, en la conviction que l'amour et la loyauté triompheraient finalement. « Promets-moi autre chose, » dit-elle doucement, sa voix à peine audible par-dessus le bruissement des feuilles du baobab ancestral. « Promets-moi que tu n'oublieras jamais d'où tu viens, ni les personnes qui ont cru en toi quand tu ne pouvais pas croire en toi-même. »« Je te le promets, » dit Kwame solennellement, la serrant dans une étreinte forte. « Toi et moi sommes liés par quelque chose de plus fort que le sang. Rien ne changera jamais cela. » Alors que le soleil commençait à se coucher sur Kamasi, peignant le ciel de brillants orangés et pourpres, aucun d'eux n'aurait pu imaginer à quel point leur vie changerait radicalement. Les graines du triomphe et du chagrin avaient été plantées en ce moment sacré sous le baobab, et le destin commençait déjà à tisser sa toile complexe autour de leur destin entrelacé. Le premier chapitre de leur histoire se terminait, mais les parties les plus difficiles étaient encore à venir. La réussite, ils allaient bientôt l'apprendre, pouvait être plus dangereuse pour les relations que l'échec ne l'avait jamais été. Les pelouses impeccablement entretenues de l'université du Ghana à Legon s'étendaient à perte de vue, contrastant fortement avec les rues poussiéreuses de Kamasi où le voyage de Kwame avait commencé. Les étudiants en uniformes impeccables se hâtaient entre les salles de conférences modernes, leurs smartphones coûteux scintillant sous le soleil de l'après-midi. Parmi eux marchait Kwame, maintenant âgé de 21 ans, sa transformation si complète que ses anciens amis de Kamasi auraient eu du mal à le reconnaître. Sa chemise sur mesure et ses chaussures cirées témoignaient d'une nouvelle prospérité acquise grâce à l'excellence académique et à un réseautage stratégique. La bourse qu'Akosua avait sacrifiée pour lui avait ouvert des portes vers des stages dans des multinationales, chaque opportunité s'appuyant sur la précédente comme des briques soigneusement empilées. Kwame, appela le docteur Mensah, son professeur d'ingénierie, depuis l'autre côté de la cour. Juste l'homme que je voulais voir. J'ai des nouvelles excitantes concernant votre candidature à l'entreprise d'ingénierie à Accra. Le cœur de Kwame s'emballa. C'était le moment qu'il avait attendu. Un poste chez Goldstone Engineering, l'une des entreprises les plus prestigieuses d'Afrique de l'Ouest. Le succès était enfin à sa portée, si proche qu'il pouvait le goûter. Vous l'avez obtenu, annonça le docteur Mensah avec un large sourire. Ils ont été impressionnés par votre thèse sur les infrastructures durables. Le salaire qu'ils offrent. Disons simplement que vous n'aurez plus jamais à vous soucier de l'argent. Alors que Kwame serrait la main de son professeur, acceptant les félicitations des étudiants à proximité, une petite voix dans son esprit murmurait le nom d'Akosua. Il ne lui avait pas parlé depuis des mois, pris dans le tourbillon des examens finaux et des entretiens d'embauche. La culpabilité s'installa dans son estomac comme une pierre. Ce soir-là, dans sa confortable chambre de dortoir, remplie de manuels d'ingénierie et de certificats de réussite, Kwame composa enfin le numéro familier. Le téléphone sonna plusieurs fois avant que la voix chaleureuse d'Akosua ne remplisse la ligne. « Kwame. Oh mon Dieu, est-ce vraiment toi ?» Son enthousiasme était contagieux, le transportant immédiatement à des temps plus simples sous le baobab. « C'est moi, » dit-il, surpris par la formalité de sa propre voix. « J'ai des nouvelles. De bonnes nouvelles. »« Raconte-moi tout, » s'exclama-t-elle, et il pouvait l'imaginer assise dans la petite maison de sa famille, probablement encore vêtue des mêmes tissus éclatants qu'il avait toujours fait sortir du lot. Il lui parla du travail, du salaire, de l'appartement que l'entreprise lui fournirait dans le quartier UP d'East Legon à Accra. Avec chaque détail, il ressentait la distance croissante entre leurs mondes, le sien s'élevant rapidement dans les cercles d'élite du Ghana, le sien restant ancré dans les places de marché et les rassemblements communautaires de Kamasi. « Je suis si fier de toi, » dit doucement Akosua, et il pouvait entendre l'émotion dans sa voix. Tous ces rêves que nous partagions, ils se réalisent. Nos rêves, corrigea rapidement Kwame, bien que quelque chose dans son ton avait changé. Je t'enverrai bientôt de l'argent pour tes frais universitaires. Je n'ai pas oublié ma promesse.
Mais même en prononçant ces mots, ils sonnaient différemment maintenant. Ce qui avait autrefois semblé être un vœu sacré entre égaux ressemblait désormais à une aumône maladroite de quelqu'un qui avait dépassé ses origines. 6 mois plus tard, la terrasse sur le toit de l'hôtel le plus exclusif d'Accra bourdonnait de conversations des élites commerciales du Ghana. L'horizon de la ville scintillait en contrebas comme des diamants éparpillés, témoignant de la prospérité croissante de l'Afrique moderne. Kwame, désormais vêtu d'un costume coûtant plus que le revenu mensuel de sa famille, se déplaçait avec assurance parmi la foule d'ingénieurs, de politiciens et d'entrepreneurs. « Kwame, il y a quelqu'un que j'aimerais vous présenter, » dit M. Adu, son patron chez Goldstone Engineering, en s'approchant avec une jeune femme dont l'élégance semblait illuminer toute la soirée. « Voici Ama Agier, » continua M. Adu. Elle vient de rentrer après avoir étudié le droit international à Oxford. Son père possède Agier Construction. Je crois que vous en avez entendu parler. Kwame retint son souffle. Ama était éblouissante, avec une sophistication naturelle qui parlait d'écoles privées, de voyages internationaux et d'un monde qu'il commençait tout juste à pénétrer. Son sourire était chaleureux mais mesuré, sa poignée de main ferme et confiante. J'ai entendu des choses impressionnantes sur votre travail sur le projet du pont de Tema, dit Ama, son accent portant les tons raffinés de l'élite éduquée du Ghana. L'ingénierie durable avec un impact social, c'est exactement ce dont ce pays a besoin. Alors qu'ils discutaient, Kwame se trouva captivé non seulement par sa beauté, mais aussi par son intelligence vive et leur vision commune pour l'avenir du Ghana. Elle parlait de projets de développement qui pourraient transformer les communautés, de partenariats entre l'ingénierie et la politique qui pourraient sortir des régions entières de la pauvreté. Pour la première fois depuis des mois, les pensées d'Akosua s'effacèrent de son esprit. Voici quelqu'un qui comprenait son nouveau monde, qui pouvait marcher à ses côtés dans les couloirs du pouvoir qu'il commençait à explorer. Les semaines qui suivirent passèrent dans un tourbillon de projets à enjeux élevés, d'événements mondains et de dîners de plus en plus fréquents avec Ama. Kwame se plongea dans sa nouvelle vie avec la même intensité qu'il avait autrefois appliquée à ses études, chaque réussite renforçant sa confiance et l'éloignant davantage de ses racines. Son petit appartement à East-Legon devint un symbole de sa transformation. Meubles modernes, appareils importés et photos encadrées de lui avec des ministres du gouvernement et des chefs d'entreprise. Les photos de chez lui, y compris la précieuse photo de lui et d'Akosua sous le baobab, avaient été discrètement rangées dans un tiroir. Quand son téléphone sonna un dimanche soir tranquille, le numéro d'Akosua à l'écran semblait être une intrusion d'une autre vie. Sa voix était différente, tendue, fatiguée. « J'essaie de te joindre depuis des semaines. »« Je suis désolé, » dit-il, bien que son attention était partagée entre son appel et la proposition qu'il examinait pour un projet d'infrastructure majeur. Le travail a été incroyablement exigeant. « Ma mère est malade, » dit calmement Akosua. « Les factures médicales sont écrasantes. J'espérais que peut-être tu pourrais aider, juste un peu. Je sais que tu es occupé avec ta nouvelle vie, mais... » Bien sûr, interrompit Kwame, mais sa réponse semblait automatique, déconnectée. « Je t'enverrai quelque chose cette semaine. »« Merci, » murmura-t-elle. « Tu me manques. On dirait une autre personne maintenant. » Après avoir raccroché, Kwame s'assit dans son fauteuil en cuir coûteux, regardant les lumières scintillantes d'Accra. Les mots d'Akosua résonnaient dans son esprit. « Tu es une autre personne maintenant. » L'était-il? Et si oui, quand ce changement avait-il commencé? La promesse qu'il avait faite sous le baobab semblait appartenir à la vie de quelqu'un d'autre, un vœu naïf fait par un garçon qui n'aurait pas pu imaginer les complexités du succès. Alors qu'il se préparait pour un autre dîner avec Ama et sa famille influente, cette ancienne vie semblait incroyablement lointaine. Mais les promesses, comme les racines, ont une manière d'exiger qu'on les reconnaisse, même lorsqu'on essaie de les enfouir sous un nouveau sol. Et Kwame allait bientôt découvrir que certaines dettes ne peuvent jamais être véritablement oubliées, peu importe à quelle hauteur on grimpe. Les lumières fluorescentes crues de l'hôpital universitaire Konfo Anoki à Kumasi projetaient de longues ombres sur le sol en linoléum usé. Akosua était assise sur une chaise en plastique à l'extérieur de l'unité de soins intensifs, ses vêtements autrefois éclatants désormais décolorés par d'innombrables lavages, ses épaules voûtées par l'épuisement. Elle était là depuis 3 jours, survivant grâce au café des distributeurs automatiques et à la gentillesse d'inconnus. L'état de sa mère s'était dramatiquement aggravé.
Ce qui avait commencé comme une toux persistante s'était transformé en pneumonie, compliqué par des conditions sous-jacentes nécessitant des traitements coûteux que la famille ne pouvait pas se permettre. Les médecins parlaient en termes médicaux qui semblaient être une langue étrangère, mais leur message était clair. Sans traitement approprié, le temps était compté. Le téléphone d'Akosua vibra faiblement, la batterie presque morte, tout comme son espoir. Un message de Kwame, envoyé 5 cents cedi. J'espère que ça aide. Occupé avec un gros projet. On s'appelle bientôt. 500 cedi, une somme qui autrefois aurait semblé une fortune, couvrait à peine 2 jours de médicaments pour sa mère. Elle fixa le message, se souvenant de l'époque où les promesses de Kwame représentaient tout, quand ils rêvaient ensemble d'un avenir qui semblait incroyablement lumineux. Sa meilleure amie, Merci, apparut à ses côtés, portant un thermos de thé chaud et un visage rempli d'inquiétude. « Des nouvelles des médecins ?» demanda doucement Merci, s'installant sur la chaise à côté d'elle. « Ils ont besoin de 15 000 cedi pour l'opération », murmura Akosua, sa voix à peine audible. « J'ai vendu tout ce que nous possédions. J'ai emprunté à tout le monde que je connais. Ce n'est toujours pas assez. » Merci serra sa main. « Et Kwame ? Il peut sûrement aider plus que ça. » Le rire d'Akosua était amer. « Kwame vit dans un autre monde maintenant. J'ai vu des photos sur Facebook, lui à une fête chic à Accra, portant des vêtements qui coûtent plus cher que tout le traitement de ma mère. Il envoie de l'argent pour apaiser sa culpabilité et pense que sa dette est payée. » À 250 km de là, à Accra, Kwame se tenait sur la plage immaculée de l'Abadi, l'océan Atlantique s'étendant à l'infini devant lui. Le cadre était parfait, des bougies scintillant dans la brise marine, des pétales de rose éparpillés sur le sable, un dîner privé qui avait coûté plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Ama était assise en face de lui, rayonnante dans une robe blanche fluide, son rire musical alors qu'elle racontait des histoires de son dernier voyage d'affaires à Londres. Elle représentait tout ce à quoi il avait aspiré, sophistication, esprit international, connexion avec le pouvoir et l'influence. « Tu es silencieux ce soir », observa-t-elle, ses yeux perspicaces étudiant son visage. « Tout va bien. » Kwame sentit le poids de la boîte à bagues dans la poche de sa veste. C'était le moment qu'il avait planifié pendant des semaines, la prochaine étape logique dans sa nouvelle vie soigneusement construite. Le père d'Ama avait déjà laissé entendre des partenariats commerciaux, des opportunités qui pourraient propulser Kwame dans les cercles sociaux les plus élevés du Ghana. « J'ai pensé à notre avenir, » dit-il en se levant et en sortant la boîte à bagues. Le diamant captura la lumière des bougies, scintillant comme une étoile emprisonnée. Le souffle d'Ama s'entendit lorsqu'il mit un genou à terre. « Ama Agier, tu m'as montré un monde que je ne connaissais pas. Tu comprends mes ambitions, mes rêves pour ce pays. Veux-tu m'épouser ?» Son « oui » fut immédiat et joyeux, accompagné de larmes de bonheur alors qu'elle se jetait dans ses bras. Alors qu'ils s'embrassaient, les vagues applaudissaient leur union, et Kwame sentit la dernière porte vers son passé se fermer. À ce moment de triomphe, il ne pensait pas aux salles de classe poussiéreuses ni aux baobabs. Il ne pensait pas aux promesses faites par des adolescents désespérés ou à la fille qui avait tout abandonné pour rendre ce moment possible. 2 jours plus tard, le téléphone de Kwame sonna alors qu'il était assis dans son bureau, examinant les plans d'un projet d'hôtel de luxe. Il était en train d'expliquer les caractéristiques de conception durable à des investisseurs internationaux lorsque le numéro inconnu de Merci apparut sur son écran. Kwame, la voix de Merci était épaissie par les larmes. Il s'agit d'Akosua. Son sang se glaça. Qu'est-ce qu'il y a? Est-elle blessée? Sa mère est morte hier soir, dit Merci, chaque mot le frappant comme un coup physique. Akosua est dévastée. Elle n'a pas pu réunir assez d'argent pour l'opération. Elle t'a demandé. Les plans devinrent flous devant les yeux de Kwame. Les voix des investisseurs s'estompèrent en bruit de fond alors que tout le poids de ce que Merci lui disait s'écrasait sur lui. Pendant qu'il faisait sa demande en mariage sur des plages immaculées, la femme qui avait rendu son succès possible regardait sa mère mourir parce qu'il n'avait pas pris la peine d'envoyer une aide adéquate. Les funérailles sont demain, continua Merci. Elle a besoin de toi, Kwame. Après tout ce qu'elle a fait pour toi, elle a besoin que tu sois là. Kwame regarda autour de son bureau impeccable, les récompenses sur le mur, les meubles coûteux, les photos avec l'élite du Ghana. Tout ce que le sacrifice d'Akosua avait rendu possible.
Ses mains tremblaient alors qu'il réalisait l'énormité de son échec. « Je serai là, murmura-t-il, bien que les mots semblaient vides. Dis-lui que je serai là. » Le voyage d'Accra à Kumasi n'avait jamais semblé aussi long. La voiture louée de Kwame serpentait à travers des paysages familiers, chaque kilomètre enlevant une autre couche de la persona sophistiquée qu'il avait soigneusement construite. L'air devenait plus poussiéreux, les bâtiments plus simples, les sons plus familiers. Lorsqu'il arriva enfin au compound familial d'Akosua, une foule s'était rassemblée pour la veillée. Le contraste entre ce rassemblement humble et le luxe auquel il s'était habitué était saisissant. Les femmes étaient assises en cercle, chantant des chansons traditionnelles de deuil, tandis que les hommes parlaient à voix basse de la bonté et de la force de la défunte. Kwame repéra Akosua immédiatement. Elle était assise à l'écart des autres, portant un simple tissu noir, son visage émacié par le chagrin. La jeune fille vibrante qui illuminait autrefois chaque pièce avait été remplacée par quelqu'un vieilli au-delà de ses années par la perte et la déception. Lorsque leurs regards se croisèrent à travers le compound, l'accusation dans ses yeux était plus dévastatrice que n'importe quel mot. Elle ne s'approcha pas, ne sourit pas, n'acknowledgea pas le costume coûteux qu'il portait ou les offrandes de culpabilité qu'il apportait. Au lieu de cela, elle se leva et s'éloigna, disparaissant dans la maison où reposait le corps de sa mère. Merci, intercepta Kwame avant qu'il ne puisse la suivre. Elle ne veut pas te voir, dit doucement Merci. Elle dit que le Kwame qu'elle connaissait est mort il y a longtemps, et qu'elle n'est pas intéressée à rencontrer l'étranger qui a pris sa place. Les mots le frappèrent avec la force de coups physiques. Debout dans le compound où il avait autrefois joué enfant, entouré de gens qui se souvenaient de lui avant que le succès ne l'ait changé, Kwame comprit enfin le véritable coup de sa transformation. Il avait gagné le monde mais perdu son âme, et la personne qu'il avait le plus aimée, qui avait cru en lui quand personne d'autre ne le faisait, était maintenant perdue pour lui pour toujours, non par la mort, mais par ses propres choix. Alors que les chants de deuil continuaient autour de lui, Kwame réalisa que certaines trahisons coupaient si profondément qu'aucun succès ne pourrait jamais les guérir. Il était rentré chez lui, mais la maison ne le reconnaissait plus. La première lueur de l'aube perçait sur Kumasi alors que Kwame était assis seul sur les marches de la maison funéraire, son costume coûteux froissé et taché de larmes. Il avait passé toute la nuit là, incapable de retourner à son hôtel, incapable de faire face aux regards accusateurs de la communauté qui avait autrefois célébré chacune de ses réussites. Le son de pas léger le fit lever les yeux. Akosua s'approcha lentement, son visage marqué par l'épuisement et le chagrin. Dans ses mains, elle portait un journal en cuir usé et une enveloppe jaunie par le temps. « J'ai besoin de te montrer quelque chose, » dit-elle, sa voix creuse. « Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années, mais j'étais trop fière, trop naïve pour croire que ça importerait. » Kwame se leva, son cœur battant. « Akosua, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. »« Non, » l'interrompit-elle, ses yeux brillant d'une douleur plus profonde que la colère. « Tu as assez expliqué. Maintenant, c'est à toi d'écouter. » Elle s'assit sur la marche à côté de lui, gardant une distance prudente, et ouvrit le journal. Les pages étaient remplies de son écriture soignée, parsemées de photos décolorées et de coupures de journaux. « Tu te souviens de quand je t'ai donné mes économies pour l'université ?» demanda-t-elle, son doigt traçant les pages usées. « Te souviens-tu de ce que je t'ai dit à propos de tes rêves ?»« Bien sûr que je m'en souviens, » murmura Kwame. « Je n'ai jamais oublié. »« Tu as tout oublié, » dit amèrement Akosua. « Mais voici ce que tu n'as jamais su. » Ses mains tremblaient alors qu'elle tournait à une page spécifique du journal. Collée là était une lettre d'acceptation fanée de l'université de Cape Coast, datée de 6 ans plus tôt. « J'avais été acceptée pour étudier la médecine, » dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Bourse complète, Kwame. J'allais devenir médecin, spécialisé en pédiatrie. J'allais sauver des enfants de vie. » Le sang de Kwame se transforma en glace. « Akosua, non, tu ne me l'as jamais dit. »« Je ne te l'ai jamais dit parce que je savais que tu n'aurais jamais pris l'argent si tu avais su, » continua-t-elle, les larmes coulant sur son visage. « Cette boîte que je t'ai donnée contenait non seulement mes économies, mais aussi l'argent dont j'avais besoin pour mon inscription à l'école de médecine, mes livres, mon dépôt pour le logement. Tout. » Elle sortit une lettre froissée de l'enveloppe. « Ceci est arrivé 2 semaines après que je t'ai donné l'argent. La bourse était à durée limitée.
Parce que je ne pouvais pas payer les frais d'inscription, ils ont donné ma place à quelqu'un d'autre. Kwame se sentit physiquement malade. La pièce tourna autour de lui alors que l'ampleur du sacrifice d'Akosua le frappait comme un marteau-pilon. Elle n'avait pas seulement abandonné ses rêves universitaires. Elle avait abandonné sa vocation, sa chance de sauver des vies, son avenir tout entier. J'ai dû reporter mes rêves indéfiniment, murmura Akosua. Je me disais que c'était temporaire, que lorsque tu réussirais, tu m'aiderais à reprendre mon chemin. Je croyais si fermement en notre promesse que j'étais prête à sacrifier mon propre destin pour le tien. Pendant qu'Akosua révélait son secret dévastateur à Kumasi, à 250 km de là, à Accra, Ama était plongée dans les préparatifs du mariage. La boutique de robes de mariée exclusive à East Legon bourdonnait d'activité alors que les couturières ajustaient sa robe sur mesure, un chef-d'œuvre de cante et de soie importée qui coûtait plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Les invitations sont parfaites, dit sa mère, Madame Agier, en examinant les cartes gaufrées d'or. 500 invités, y compris le ministre des Routes et des Autoroutes. Ce mariage sera l'événement de la saison. Ama sourit, mais quelque chose la troublait. Kwame avait été distant ces derniers temps, préoccupé par ce qu'il prétendait être un projet majeur. Ses appels téléphoniques étaient devenus brefs et formels, manquant de la chaleur qui caractérisait leur cours. « As-tu trouvé Kwame différent ces derniers temps ?» demanda-t-elle à sa mère. Madame Agier balaya la question d'un geste. « Les nerfs d'avant-mariage, ma chère. Les hommes deviennent toujours anxieux quand ils sont sur le point de prendre un engagement aussi important. » Mais l'instinct d'Ama lui disait que quelque chose de plus profond troublait son fiancé. Elle avait bâti sa carrière sur sa capacité à lire les gens, à comprendre les signes subtils qui révélaient des vérités cachées. Et récemment, Kwame portait le poids d'un secret qui le détruisait lentement de l'intérieur. « Je pense que je vais lui faire une surprise, » décida-t-elle. « Peut-être qu'il a besoin de savoir que je suis là pour lui, quoi qu'il traverse. » De retour à Kumasi, Akosua ferma le journal et regarda directement Kwame. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur les marches de la maison funéraire, et au loin, la ville s'éveillait pour une nouvelle journée de lutte et de survie. « Après ton départ pour l'université, j'ai essayé de reconstruire, » dit-elle, sa voix stable malgré les larmes. « J'ai demandé des prêts, cherché des chemins alternatifs pour l'école de médecine. Mais sans relation, sans argent, sans les opportunités que ton succès aurait pu offrir, toutes les portes se sont fermées. » Kwame pleurait ouvertement, le poids de son sacrifice l'écrasant. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Pourquoi n'as-tu pas demandé de l'aide? » « Je l'ai fait, » dit-elle calmement. « Tu te souviens des appels que tu étais trop occupé pour prendre? Des messages auxquels tu répondais par des transferts d'argent au lieu de conversation? J'essayais de te le dire, mais tu avais déjà décidé que j'étais un fardeau de ton passé plutôt qu'une partenaire dans ton avenir. » Elle se leva, époussetant la poussière de ses vêtements de deuil. « Je suis restée à Kumasi, aidant ma mère avec l'entreprise de Kant, donnant des cours à des enfants pour quelques cédis, regardant mes rêves s'effacer pendant que les tiens s'envolaient. Et sais-tu ce qui était le plus cruel? » Kwame ne pouvait pas parler, pouvait à peine respirer à travers son chagrin. « Je n'ai jamais cessé de croire en toi, » murmura-t-elle. « Même quand tu as cessé de croire en moi. Même quand tu as choisi une femme qui n'a jamais eu à sacrifier quoi que ce soit pour ton succès. J'espérais toujours qu'au fond de ton cœur, tu te souvenais de la promesse que nous avions faite sous le baobab. » Un klaxon retentit au loin, et Akosua jeta un coup d'œil vers la rue. « Je pense que quelqu'un te cherche, » dit-elle. Kwame se tourna pour voir une berline de luxe familière s'arrêter devant la maison funéraire. Son cœur s'arrêta lorsqu'il reconnut le chauffeur personnel d'Ama. À travers les vitres teintées, il pouvait voir sa silhouette élégante, et il savait que ces deux mondes étaient sur le point de se heurter de la manière la plus dévastatrice possible. Le moment qu'il redoutait, le règlement de compte qu'il avait essayé d'éviter, était enfin arrivé. Ama sortit de la voiture, sa tenue de créateur contrastant fortement avec les environs humbles. Son visage était rempli d'inquiétude, une inquiétude qui allait bientôt se transformer en choc et en trahison. « Kwame » appela-t-elle, sa voix portant dans l'air matinal. « Que fais-tu ici? J'étais morte d'inquiétude pour toi. » Alors qu'Ama s'approchait, ses yeux observant la maison funéraire, les vêtements de deuil d'Akosua et le visage taché de larmes de Kwame, la vérité commença à se dessiner.
Ce n'était pas juste un voyage d'affaires ou une obligation familiale. C'était le secret qui rongeait l'homme qu'elle prévoyait d'épouser. Les trois se tenaient figés, formant un triangle de douleur, de trahison et de choix impossibles. Le passé, le présent et l'avenir convergeaient en un moment dévastateur, et rien ne serait plus jamais pareil. Le silence s'étira comme une corde tendue alors qu'Ama assimilait la scène devant elle. Le visage de Kwame taché de larmes, les vêtements de deuil de la femme à ses côtés, le journal usé serré dans ses mains tremblantes. Son esprit juridique aiguisé commença à assembler des fragments qu'elle avait été trop amoureuse pour remarquer. Les appels mystérieux de Kwame, son comportement distant, sa réticence à parler de son passé. « Qui est-elle » demanda Ama calmement, sa voix portant la précision qu'elle utilisait dans les salles d'audience. Kwame ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Comment pouvait-il expliquer des années de tromperie en un seul moment? Comment pouvait-il lui faire comprendre la profondeur de sa trahison sans détruire tout ce qu'ils avaient construit ensemble? « Je suis Akosua, dit l'autre femme, se tenant avec dignité malgré son chagrin. Je suis la raison pour laquelle votre fiancé a pu devenir l'homme dont vous êtes tombée amoureuse. » Les yeux d'Ama se plissèrent alors qu'elle étudiait le visage d'Akosua. L'intelligence derrière la douleur, la force sous le chagrin. Ce n'était pas n'importe quelle femme du passé de Kwame. C'était quelqu'un qui avait compté, quelqu'un qui comptait encore. « Je vois, » dit lentement Ama. « Et qu'est-ce que cela signifie exactement ?» Akosua leva le journal, ses pages bruissant dans la brise matinale. « Cela signifie que j'ai abandonné ma vie pour qu'il puisse avoir la sienne. J'ai abandonné mes rêves de devenir médecin, mon avenir, tout. Et quand j'avais le plus besoin de lui, quand ma mère mourait, il a envoyé une somme dérisoire et donné des excuses. » Les mots frappèrent Ama comme des coups physiques. Elle avait construit sa relation avec Kwame sur la croyance qu'ils étaient égaux, deux personnes prospères se choisissant librement. La révélation que son succès était bâti sur le sacrifice d'une autre femme changeait tout. Kwame trouva enfin sa voix, bien qu'elle se brisât d'émotion. « Ama, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. »« C'est exactement ce que je pense, » interrompit Ama, sa composure craquant. « Tu m'as menti sur ton passé, sur la manière dont tu es arrivé là où tu es, sur qui tu es vraiment. Chaque conversation que nous avons eue sur la construction d'un avenir ensemble a été bâtie sur la tromperie. » Elle se tourna vers Akosua, sa voix s'adoucissant avec un respect inattendu. « Vous avez abandonné l'école de médecine pour lui. » Akosua hocha la tête, les larmes coulant librement maintenant. « Je croyais en lui plus que je ne croyais en moi-même. Je pensais que l'amour signifiait le sacrifice, que l'amitié signifiait mettre les rêves de quelqu'un d'autre avant les siens. Et il vous a abandonné, » dit Ama, les pièces s'assemblant. « Il vous a laissé ici pendant qu'il construisait une vie avec moi à Accra, sans jamais me dire que tout ce que nous avons existe grâce à votre sacrifice. » L'accusation flottait dans l'air comme la fumée d'un bûcher funéraire. Kwame regardait entre les deux femmes qui représentaient le meilleur et le pire de ce qu'il était devenu. Ama, dont l'amour avait été construit sur des mensonges. Akosua, dont l'amour avait été repayé par la trahison. « J'ai essayé de la rembourser, » dit faiblement Kwame. « J'ai envoyé de l'argent. » « De l'argent. » Le rire d'Akosua était creux. « Tu penses que l'argent peut restaurer 6 ans d'opportunités perdues, ramener ma mère, me rendre les enfants que j'aurais pu sauver si j'étais devenu médecin. » Ama s'éloigna d'eux, pressant ses mains sur ses tempes alors qu'elle assimilait l'ampleur de ce qu'elle venait d'apprendre. Les préparatifs du mariage, l'avenir qu'ils avaient prévu, la vie qu'elle pensait qu'ils construiraient ensemble. Tout cela semblait être une maison bâtie sur du sable. Elle s'était toujours enorgueillie d'être une femme d'intégrité, quelqu'un qui défendait la justice et la vérité. Comment pouvait-elle épouser un homme qui avait construit son succès sur le sacrifice d'une autre femme, puis l'avait abandonnée dans son heure la plus sombre? « Kwame, » dit-elle finalement, se retournant pour lui faire face. « J'ai besoin de comprendre quelque chose. M'aimes-tu ? » « Bien sûr que je t'aime, » dit-il désespérément. « Ama, tu es mon avenir. »« Ce n'est pas ce que j'ai demandé, » interrompit-elle. « M'aimes-tu, ou aimes-tu ce que je représente? L'accès, les connexions, le statut qui vient avec le fait d'être membre de ma famille ?» La question transperça toutes ses défenses, le forçant à affronter une vérité qu'il avait évitée. Ses sentiments pour Ama étaient réels, mais ils étaient mêlés d'ambition,
de son désir d'appartenir à un monde qui lui avait autrefois semblé hors de portée. « Je t'aime », dit-il, mais même lui pouvait entendre l'incertitude dans sa voix. Ama acquiesça lentement. Comme si son hésitation avait confirmé ce qu'elle savait déjà. Elle retira la bague de fiançailles de son doigt, le diamant coûteux qui symbolisait autrefois leur avenir radieux, et la lui tendit. « Je ne peux pas t'épouser, dit-elle doucement. Pas parce que tu viens de la pauvreté, ça m'est égal. Mais parce que tu as oublié qui tu étais et abandonné la personne qui a rendu ton succès possible. Un homme capable de cela finira par me le faire à moi aussi. » Alors qu'Ama retournait à sa voiture, les épaules droites malgré son cœur brisé, Kwame tomba à genoux sur le sol poussiéreux. La bague glissa de ses doigts engourdis, son éclat désormais insignifiant. « Akosua », murmura-t-il, se tournant vers la femme qui avait assisté en silence à son humiliation publique. « Que dois-je faire? Comment puis-je réparer cela ?» Elle le regarda avec des yeux dépourvus de colère, seulement remplis d'une profonde tristesse. « Tu ne peux pas réparer ça, dit-elle. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent jamais être réparées. Mais tu peux choisir qui tu veux être à l'avenir. Dis-moi comment, supplia-t-il. Dis-moi ce dont tu as besoin. » Akosua s'agenouilla à côté de lui, ramassant la bague de fiançailles et étudiant son éclat froid. « Je n'ai plus besoin de rien de toi. J'ai appris à me tenir debout toute seule. Mais il y a quelque chose que je veux que tu comprennes. » Elle plaça la bague dans sa paume et referma ses doigts autour. Le succès sans intégrité n'est qu'un échec élaboré. L'argent sans compassion n'est qu'un vide coûteux. Tu as accompli tout ce dont tu rêvais, mais tu t'es perdu dans le processus. Je peux changer, dit Kwame avec urgence. Je peux être meilleur. Donne-moi une autre chance. La chance que je te donne n'est pas pour moi, dit Akosua, se levant et époussetant la poussière de ses vêtements. C'est pour tous les autres jeunes dans des situations comme la tienne, qui seront tentés d'oublier d'où ils viennent quand le succès les appellera. Elle ramassa son journal et le glissa sous son bras. « Je retourne à l'école, dit-elle. J'ai été acceptée dans un programme d'infirmière à Accra. Pas une école de médecine, mais un moyen de sauver encore des vies. Je le finance moi-même grâce à la petite entreprise que j'ai construite de toutes pièces. » Les yeux de Kwame s'écarquillèrent. « Akosua, je peux payer. »« Je ne veux pas de ton argent, » dit-elle fermement. « Je veux ta promesse. Pas les mots vides que tu m'as donnés sous le baobab. Je veux que tu promettes d'utiliser ton succès pour élever les autres, comme j'ai essayé de t'élever. Je veux que tu te souviennes que chaque réussite repose sur le sacrifice de quelqu'un d'autre. » 6 mois plus tard, la cérémonie annuelle de remise des diplômes dans l'ancienne école secondaire de Kwame à Kamazi était différente. Au lieu de l'habituel événement modeste, il y avait un nouveau programme de bourse entièrement financé, couvrant non seulement les frais de scolarité, mais aussi les dépenses de vie, les livres et un soutien pour les familles des étudiants pendant leurs études. Kwame se tenait au pupitre, ne portant plus de costume coûteux mais des vêtements simples et bien faits qui témoignaient d'un succès sans ostentation. Devant lui étaient assis 50 jeunes étudiants, les premiers bénéficiaires du fonds de bourse Akosua Memorial, nommé non pas pour quelqu'un qui était mort, mais pour des rêves qui avaient été sacrifiés et renaissants. Le succès, dit-il aux visages impatients devant lui, ne se mesure pas par la hauteur à laquelle vous grimpez, mais par le nombre de personnes que vous élevez avec vous. La femme dont cette bourse porte le nom m'a appris cette leçon, bien qu'il m'ait fallu des années pour la comprendre. Dans l'audience, Akosua était assise avec ses camarades de l'école d'infirmière, ses blouses indiquant qu'elle venait juste de terminer ses rotations cliniques. Elle était plus âgée que la plupart de ses pairs, mais ses yeux portaient une sagesse et un sens du but qui faisaient d'elle une leader naturelle. Elle diplômerait dans 6 mois et avait déjà été embauchée à un poste à l'hôpital universitaire Konfo Anoki, le même hôpital où sa mère était morte. Leurs regards se croisèrent à travers l'auditorium bondé, et pour la première fois depuis des années, ils se sourirent avec une chaleur sincère. Pas le sourire des amoureux, ni même d'amis proches, mais la reconnaissance de 2 personnes qui avaient appris que le véritable succès ne vient pas de ce que nous gagnons, mais de ce que nous donnons. Kwame était retourné à Kamazi de manière permanente, utilisant ses compétences en ingénierie pour développer des projets d'infrastructures durables qui employaient des travailleurs locaux et renforçaient les communautés. Son appartement était modeste, sa voiture fiable mais non luxueuse. Il vivait confortablement mais sans extravagance, canalisant ses ressources dans le fonds de bourse et les projets de développement communautaire.
Amma s'était mariée à un confrère avocat 2 mois plus tôt, un homme qui partageait ses valeurs et comprenait que le véritable partenariat exigeait une honnêteté dès le départ. Elle avait envoyé à Kwame une brève note lui souhaitant bonne chance, signée simplement « Quelqu'un qui croit que les gens peuvent changer ». Des années plus tard, lorsque les habitants de Kamazi racontaient l'histoire de Kwame et d'Akosua, ils se réunissaient sous le même baobab où 2 jeunes avaient autrefois fait des promesses qu'ils ne comprenaient pas pleinement. L'arbre avait été témoin d'innombrables moments comme celui-ci, des déclarations d'amour, des serments d'amitié, des vœux que le temps mettrait à l'épreuve. Certaines promesses, savait l'arbre, étaient destinées à être rompues pour que de meilleures puissent être faites. Certains cœurs devaient être brisés pour être reconstruits avec des fondations plus solides. Et parfois, le plus grand amour n'était pas de s'accrocher à quelqu'un, mais de le laisser partir pour qu'il devienne ce qu'il était destiné à être. Le fonds de bourse continuait de croître, envoyant chaque année des dizaines de jeunes à l'université. Beaucoup devinrent médecins, ingénieurs, enseignants et leaders qui se souvenaient de la leçon intégrée dans leur éducation. Le succès n'a de sens que lorsqu'il élève les autres. Et dans le service pédiatrique de l'hôpital universitaire Konfo Anoki, l'infirmière Akosua, bientôt promue chef des soins pédiatriques, continuait de sauver des vies, un enfant à la fois. Elle ne s'était jamais mariée, mais sa vie était pleine de sens et de la satisfaction tranquille qui vient des rêves différés mais non détruits. Le baobab se tient toujours là, ses racines anciennes profondément enfoncées dans la terre rouge de Kamazi, ses branches s'étendant vers le ciel. Il a vu d'innombrables saisons de croissance et de changement, et il sait que chaque fin est aussi un commencement, chaque perte aussi une opportunité de trouver quelque chose de meilleur. Les promesses faites à son ombre ne sont pas toujours tenues, mais l'arbre s'en souvient toutes, attendant patiemment le jour où ceux qui les ont faites comprendront que la promesse la plus importante que nous puissions faire n'est pas à une autre personne, mais à nous-mêmes, rester fidèles à qui nous sommes, peu importe à quelle hauteur nous grimpons. Le véritable succès ne se mesure pas par les réalisations personnelles, mais par la manière dont nous honorons ceux qui nous ont aidés à nous élever et dont nous élevons les autres en grimpant. L'histoire nous rappelle que dans notre chemin vers le succès, nous ne devons jamais oublier les mains qui nous ont soutenus, les sacrifices faits par les autres pour notre bénéfice, et notre responsabilité d'étendre cette même générosité aux autres. La véritable satisfaction ne vient pas de ce que nous accomplissons pour nous-mêmes, mais de ce que nous rendons possible pour les autres. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos intéressantes comme celle-ci.